Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de nous avoir invités pour cet événement. Impressionné, je suis effectivement issu à l'origine du secteur aérospatial et je suis plus mécanicien, et donc d'intervenir à la Maison de la chimie, ça met une certaine pression. Donc je vais essayer de vous illustrer pour rebondir aussi sur beaucoup de sujets qui ont été vus via les orateurs précédents sur comment dans le secteur des polymères on essaye de s'organiser collectivement pour faire face à tous ces grands enjeux actuels et qui sont très similaires à ceux qu'on a vus précédemment. Je ne sais pas comment passer le bouton vert. Ah bah oui, merci. Voilà, exactement, c'est parfait. Donc, vous illustrez en je dirais dans un format intermédiaire, si vous permettez, qui sera à la fois je dirais, qui reprend les grands enjeux industriels que l'on a dans notre secteur, et moins spécifique que ça a pu être évoqué dans le secteur de la pharmacie, par exemple, ou les batteries, ou les terres rares, et puis le lien avec l'innovation à la recherche, puisque pôle de compétitivité, je vais vous en dire quelques mots. On est là pour travailler ensemble sur cette dynamique collective autour de ces enjeux, associant à la fois les secteurs industriels, mais aussi le secteur académique et tous les savoir-faire qu'on peut y puiser. On s'inscrit, comme l'a évoqué M. Bernier tout à l'heure, dans une dimension dire politique et institutionnelle qui date de plus de 15 ans. Il y a des programmes récents qui ont été mis en place et on s'en félicite. Les pôles de compétitivité ont été créés en 2005-2006. On fait partie de ce modèle depuis cette époque. Ça a évolué régulièrement, mais toujours sur cette idée de cluster qui existe partout dans le monde, en Europe ou ailleurs, de combiner les savoir-faire, travailler sur le réseau et faire ce lien entre la recherche et l'industrie autour de grands enjeux. Donc on évolue dans ce monde-là. Notre couverture, notre domaine sur lequel nous agissons est ce secteur des polymères qui est multiple. On le scinde, et c'est encore à un certain niveau macro, sur 3 grandes familles, donc les plastiques, les caoutchoucs et les composites. Mais à l'intérieur de ces secteurs, de ces sous-secteurs, il y a toute une variété de technologies, d'applications. Je vous en donnerai quelques exemples. Les deux cartes que vous avez, c'est les 2 grandes familles. Donc à gauche, le secteur du caoutchouc, qui est pour près des 3/4 dédié au secteur de la mobilité et du transport par les pneumatiques, qui est aussi avec beaucoup de PME, mais aussi deux entreprises très importantes qui structurent, qui sont un peu la colonne vertébrale de cette filière, qui sont Michelin et Hutchinson. Mais voilà, avec beaucoup d'entreprises autour. Et puis à droite, le secteur de la plasturgie et des composites, qui est plus multi-marché. On en aura quelques exemples, et avec une répartition territoriale aussi relativement semblable, et beaucoup de PME. On est quand même sur des secteurs qui sont à plus de 90% de PME. Donc Polymeris, on est sur ce monde-là, sur ce terrain de jeu-là. On est une association de plus de 500 membres, qui sont une partie des entreprises que je citais, que j'évoquais précédemment, mais surtout complétées par des universités, des centres de recherche, des centres techniques, des sociétés savantes, que j'évoquerai après, dans cette dimension de créer du lien et monter des projets d'innovation. On est implanté dans plusieurs régions, là encore, pour être près des nœuds un peu névralgiques de notre secteur. Je rebondirai juste sur le site de Bruges à Bordeaux, puisqu'on est voisin d'ACC qui présentait tout à l'heure, et on a même une de nos collaboratrices qui vient du secteur des polymères, qui a rejoint ACC il y a quelques mois, et on s'en félicite.
La stratégie du pôle, je passerai très vite, pour le redire sous d'autres termes, mais effectivement, c'est cette dimension de réseau, de collectif, de développer, on l'a vu avec Solvay, d'avoir une ambition de leadership, mais là, un leadership collectif pour travailler ces grands enjeux dans dans des projets d'innovation et dans une ouverture européenne et internationale. C'est là-dessus que j'ai principalement axé mes exemples qu'on verra après. Les domaines techniques sur lesquels on travaille avec l'ensemble de nos adhérents, de nos partenaires, on les organise dans une feuille de route technologique. Donc là encore, la colonne vertébrale, vraiment, c'est familles de matériaux, hein, donc, qui après sont ramifiés dans des sous-domaines, combinés avec ces dimensions vraiment très, très actuelles et qui sont actuelles, mais anciennes, mais qui prennent encore plus de sens aujourd'hui avec tous les enjeux géopolitiques, d'évolution, et entre autres de relocalisation de l'industrie et de l'économie, l'économie circulaire bien entendu, et puis d'utiliser la transition numérique et toutes les nouvelles technologies comme des briques pour répondre à ça. Les domaines d'application, j'ai parlé du caoutchouc qui est beaucoup, mais pas que dans le secteur du transport et de la mobilité. Les composites et les plastiques sont dans beaucoup de secteurs. Bien entendu. Et on travaille donc dans ce monde-là pour isoler les points sur lesquels on peut collectivement monter des opérations conjointes, prendre des initiatives, donc combinant ces domaines, ces dimensions technologiques, ces enjeux sur ces différents marchés. Là, c'est un petit aperçu d'une étude qu'on avait faite il y a quelques temps sur je dirais, une revue des brevets, des publications au niveau mondial dans les domaines qui sont les nôtres et croisés avec les différents marchés. Vous voyez que ça regroupe plus de 50 000 documents, hein, sur quelques années. Hein, donc il y a une effervescence dans le domaine des polymères qui est avec beaucoup la Chine, avec beaucoup l'Asie, avec beaucoup les grands acteurs, bien sûr, qui sont très mobilisés sur ces questions. Et certains exemples de thèmes qui sont cités ici comme étant en lien avec les applications et les évolutions que demandent les marchés. Alors, des exemples sur notre organisation. Donc, j'ai parlé de 500 membres, on a 350 entreprises. On souhaite vraiment être le plus englobant, le plus large pour être en capacité, dans la mesure du possible, de couvrir la chaîne de valeur. Je crois que Madame Bonneville tout à l'heure expliquait les difficultés avec le secteur de la pharmacie pour avoir des fabricants de machines, avoir des fabricants d'outillage, ou Monsieur Hubert parlait d'ACC qui est obligé de s'approvisionner en machines en Asie. C'est des faits. Il faut essayer de voir comment on peut essayer de combiner vraiment l'ensemble des savoir-faire, de l'amont, des matières, de la chimie, aux gens qui vont formuler et arriver à transformer les matières vers les produits finaux, et aussi aujourd'hui, bien sûr, sur toute la dimension autour de la fin de vie et de la circularité des produits et des matières. Tout ça appuyé par là encore des centres de recherche, des laboratoires, des sociétés savantes. Là, certains sont présents à la SAP, puisque la FICEP, par exemple, la société savante du secteur du caoutchouc est présent, et d'autres adhérents du pôle. J'aurais pu citer, on se félicite et on veut avoir cette mixité avec des entreprises qui soient à la fois déjà opérationnelles sur des marchés, qui sont demandeuses d'être aidées dans ces mutations, et puis complétées par le secteur académique, mais aussi par des startups et des sociétés qui essayent de pousser des solutions de rupture dans les dimensions qui sont les nôtres. Alors on est là pour mettre en réseau tout ça. J'évoquerai juste une société qui n'est pas citée ici, qui n'est pas une start-up, mais qui est dans le domaine des machines, qui s'appelle Marchant, qui sera avec nous dans 15 jours à China Plast en Chine, qui est une société française et qui développe des films, des machines pour le billet-tirage des films techniques,
et qui a plus de 90% de son activité à l'export, en particulier pour les industriels en Asie, de l'industrie électronique. Donc effectivement, on peut le faire en France. Il y a des choses certains le prouvent. Il faut aussi voir la situation en face et voir comment, je dirais, compléter ce qu'on sait faire, ce qu'on doit aller chercher ailleurs, et dans une logique d'évolution et de mutation. Alors la relocalisation, c'est pas un des thèmes qu'on a inscrit dans notre feuille de route, c'est un peu sous-jacent. C'est vrai que M. Bernier évoquait le fait que c'est devenu maintenant une ligne politique, hein, donc en particulier de l'État. On nous demande, et les régions aussi nous demandent effectivement de faire en sorte de contribuer à ce que des investissements, des nouvelles usines voient le jour dans les domaines qui sont les nôtres, voient le jour dans nos régions et en France. Tout ça associé avec cette dimension de décarbonation. Je pense qu'on a parlé des gigafactories tout à l'heure, qui sont parfois mal perçues, peuvent être mal perçues par certains citoyens, par l'impact que ça pourrait avoir sur leur écosystème. Tout ça, ça doit être mené de front. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire dans les domaines qui sont les nôtres. Alors la relocalisation, je m'arrêterai juste sur 3 exemples. C'est quand même pas c'est pas un leurre, hein, c'est quelque chose qui existe quand même. Il y a eu ces vagues dont M. Bernier a parlé de délocalisation dans les PECO. On a parlé des pays d'Europe centrale et orientale, en Asie, de grosses entreprises, mais aussi de petites, hein. On a des moulistes, des sociétés de 50 personnes qui a été amenées à faire de la sous-traitance en Asie pour satisfaire les prix demandés par leurs clients. Il y a quand même des mouvements qu'on constate. J'ai cité juste 3 exemples. Une société Courbis, qui est une société qui fait de la transformation de polyuréthane et de matières très techniques d'élastomère entre autres pour différents secteurs, qui est une société d'une 30aine de millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est dans la Drôme, qui avait il y a 20 ans créé comme d'autres des unités en Chine, qui l'année dernière a décidé de rapatrier ça, de réinvestir en France en lien avec ses marchés, ses clients. Donc c'est à l'échelle d'une PME, je pense que c'est des exemples dont on espère qu'il y en aura d'autres, mais qui sont réels. En termes d'investissement plus de fonds, effectivement, alors Courbis est une société adhérente de Polyméris, Carbios aussi, là sur une dimension de rupture, bien entendu, sur du recyclage enzymatique, en particulier sur le PET, une société qui est actuellement hébergée sur le site de Catarou, à côté de Michelin, à Clermont-Ferrand, qui a réussi à convaincre, hein, je pense que comme ACC, de la pertinence de ces développements via ses clients, via les pouvoirs publics, vers des investisseurs, qui a lancé donc en octobre dernier la création de son usine qui sera dans l'est de la France pour près de 250 millions d'euros d'investissement sur cette dimension du recyclage qui est le vœu de tous les marchés, de tous les consommateurs, mais qui exige vraiment des moyens industriels en face, et puis il y a des modèles économiques, et donc ça fait partie des acteurs qui le font. J'en citerai un autre exemple sur d'autres solutions technologiques juste après. Un autre exemple d'adhérents du pôle, de grands acteurs qui est équipementier de rang 1 dans l'automobile, Forvia, qui, pour une part, a annoncé en fin d'année dernière la création de son usine, d'une nouvelle usine pour des réservoirs très haute pression pour la propulsion, pour les réservoirs hydrogène en Bourgogne-Franche, dans le Doubs, hein, Bourgogne-Franche-Comté. Donc pour un très gros investissement sur des technologies de rupture. C'est pas le seul équipementier automobile qui est très mobilisé là-dessus, mais effectivement, c'est des choses qui sont réelles, avec toutes les problématiques particulières de réglementaires ou de coûts en France, mais ça se fait. Et par ailleurs, on se félicite aussi qu'un acteur comme Forvia, qui au niveau du groupe devait créer, au niveau du corporate du groupe, créer un centre d'excellence, un centre de compétences sur les matériaux, a choisi Lyon pour créer cette entité qui s'appelle Materiact, qui a été inaugurée en novembre dernier,
qui est vraiment je dirais le cœur d'innovation au niveau des matériaux du groupe, et qui travaille avec nous sur différents projets, et on s'en félicite. Donc voilà, des choses qui se font, tout n'est pas noir. Je pensais, on est souvent dans le domaine des plastiques, quand même, on a toujours un peu l'impression d'être les seuls à être sous les sellettes et être on va dire, mis au pilori. Je vois que d'autres secteurs, c'est pas si rose, hein. Donc ça remonte un peu je sais pas, sinon le moral, en tout cas, ça donne des perspectives. Mais effectivement, il y a des choses qui se font, et on est là pour essayer que ça se multiplie. Et donc pour terminer, donner quelques exemples et aborder cette dimension européenne. Donc la structuration de notre feuille de route, on l'a fait avec nos acteurs, nos adhérents, les chercheurs, nos experts, donc pour essayer de pointer les sujets d'avenir et sur lesquels on peut et on doit prendre des initiatives, là encore en jouant sur cette dimension collective, sur les nouvelles gammes de matériaux, sur des nouveaux procédés de recyclage et autres. Je vous en donnerai quelques exemples. Je vous passe le détail, ce sera mis dans les actes de l'événement. Donc, on raffine après sur des dimensions beaucoup plus fines, beaucoup plus précises, hein. J'évoquerai juste la dimension, on est dans la maison de la chimie des vitrimaires, hein, qui est un sujet qui est connu, qui est une nouvelle technologie de matériaux qui est intermédiaire entre les thermoplastiques et les thermodurcissables, qui existe depuis un certain nombre d'années, mais dont on attend vraiment le passage à l'étape industrielle. Il y a beaucoup de projets on le voit avec nos collègues espagnols, par exemple, qui ont beaucoup investi là-dessus, même dans des applications réelles. Donc on l'a dans nos feuilles de route, on veut pousser là-dessus, et donc s'il y a des candidats qui sont dans la salle, qui sont intéressés à des projets sur le sujet, c'est parmi des sujets qu'on essaie de pousser pour passer des caps de maturité technologique et industrielle. Mais il y en a d'autres, bien sûr. L'accompagnement du pôle, c'est de faire en sorte, c'est d'avoir des réunions comme aujourd'hui, c'est d'échanger avec les gens, c'est créer ces communautés d'intérêt. Et puis nous, on est indépendants, et avec notre équipe de tout conflit d'intérêts, donc c'est d'arriver à créer la bonne équipe, et puis après connecter aux outils de financement. Là encore, M. Bernier évoquait France 2030 ou d'autres, les PEPR avec l'ANR dans le cadre de France 2030, qui sont des diadèmes ou d'autres qui sont très intéressants pour mettre en place des projets. Donc je passe cette partie-là, mais effectivement on s'organise, on est là pour s'organiser collectivement pour essayer de traiter, là encore, les sujets intéressants et monter les projets ad hoc. Je pense qu'il me reste encore combien, 5 minutes 5 minutes, ouais, il me semblait. Donc je vais juste arriver à quelques exemples qui seront survolés, et là encore je ne suis pas expert de tous, et ce sera encore des pistes pour ceux d'entre vous qui pourraient être intéressés à échanger avec nous. Donc beaucoup de projets européens, puisque c'est une des priorités qu'on s'est fixées, c'est pas d'innover entre nous, hein, on est là dans une logique de réseau, de collectif, mais aussi de se comparer et de voir ce que font nos confrères, nos homologues déjà en Europe, et essayer de travailler avec eux. Donc c'est des exemples de projets qui sont justement un projet européen sur la gauche à Mulette, qui est autour de toutes les dimensions d'allègement. On a beaucoup, jusqu'à récemment, c'était vraiment un des points dans la logique de décarbonation dans plein de secteurs, la mobilité, mais même l'emballage qui était peut-être de manière très caricaturale jugé comme le levier de base, c'était faire la même performance plus léger pour gagner en impact carbone. On se rend compte aujourd'hui que c'est certes intéressant, mais ça ne s'arrête pas là, hein, mais ce type de projet nous a permis de voir un peu comment on travaille, nos collègues, et monter des opérations en la matière. On a un projet qui est sur la droite, qui était présenté au GEC, au salon GEC il y a quelques semaines, avec Arkema et Excel, qui est autour d'une gamme particulière de composites thermoplastiques, donc à faire du matériau de haute performance pour l'aéronautique, mais aussi pour d'autres applications, en particulier le offshore, mais haute performance, mais avoir des solutions à terme de meilleures solutions de recyclage, de gestion de la fin de vie de ces composites par rapport aux gammes, on va dire, courantes d'époxy carbone, par exemple.
d'autres projets qui sont... Voilà, on est toujours cette dualité performance et durabilité qui sont là sur le projet de gauche avec sur le recyclage de pales d'éoliennes par exemple, ou sur celui de droite, sur trouver des solutions pour les composites aussi, sur l'inification, mais avec des solutions soit biosourcées, soit renouvelables, qui sont bien entendu longues à développer, mais où certains gros acteurs sont très mobilisés. On est actuellement, comme plein de secteurs, sous les feux de plein de réglementations. Il y a les PFAS que vous avez sur les perfluorés qui sont le sujet de beaucoup de secteurs et d'une autre, hein, qui sont de molécules ou de solutions qui deviennent interdites. Voilà, l'économie circulaire, je vais passer ça rapidement. Je m'arrêterai juste sur un projet dans 2 minutes qui me restent. Là encore sur le recyclage et comment essayer de faire combiner cette logique enjeu actuel et localisation en France. On a monté ce projet Replaine autour alors j'ai parlé de Carbio sur le recyclage du PET, il y a des projets avec Michelin sur le recyclage des caoutchoucs, il y a beaucoup de choses qui se font. Là, c'est sur une gamme de matériaux qui sont les polyoléfines, donc sur les emballages, on va dire, courants, qui sont post-consumer, comme on dit, donc après consommation. Et on a été sollicité non pas par des chimistes, non pas par des gens de la collecte, mais plutôt par des producteurs d'emballage qui nous ont demandé, et plutôt des PME, qui nous ont demandé de les aider à anticiper ce qui se passe aujourd'hui. Alors il y a des interdictions, les plastiques à usage unique ont été interdits pour l'usage de part, mais effectivement trouver des solutions qui soient pertinentes, en particulier dans une dimension régionale, pour leurs applications. Et la demande, c'était ne pas attendre que la solution miracle leur soit proposée par tel ou tel, qui plus est des entreprises qui sont non européennes ou non françaises. Donc on a monté un projet Replaine autour de ça, qui est une étude, en fait, je passe très vite, une étude d'opportunité sur une unité d'une unité de valorisation de ces déchets par une technologie qui a été étudiée dans ce projet de pyrolyse. On s'est appuyé sur la société Axens, qui est originaire de l'IFPEN, qui est vraiment une société d'ingénierie très, très pointue sur l'industrie pétrolière, l'industrie chimique, et aujourd'hui sur le recyclage. On a constitué un consortium avec des entreprises de différentes tailles, des PME au centre, qui sont des entreprises qui fabriquent des emballages, qui sont en Auvergne, qui sont un peu je dirais, des PME de base, mais associées en essayant de trouver je dirais, cette bonne agrégation pour arriver à monter une opération à la fois et des collecteurs de déchets aussi, pour arriver à trouver une solution pertinente qui serait autour en cycle régional de faire la collecte des déchets, de leur revalorisation, là, avec une étude qui a été faite par Axens pour le consortium, plutôt sur une technologie de pyrolyse plastique énergie, et voir quelle serait l'opportunité de créer une usine autour de ça, qui après, en sortie, produirait des polyoléfines recyclés qui seraient réutilisés par les PME que j'ai utilisés tout à l'heure. Là encore, à des conditions économiques, avec tout ça, qui ne soient pas imposées, ou en tout cas mieux maîtrisées que par l'extérieur. Donc on a eu cette étude pendant un an, on a produit les résultats en fin d'année dernière, on a vu les difficultés aussi, on a chiffré, on va dire, les grands paramètres d'une usine de recyclage de ce type de déchets. Et là, on est dans la phase, justement, avec un tour de table qui sera différent, de créer, alors ce ne sera pas une Gifactory, mais l'unité qui va être en capacité et les gens qui seront intéressés à investir dans une unité de ce type sur un périmètre régional. Je passe à la conclusion je vous ai mis quelques exemples de projets européens, mais le point sur lequel je voulais juste conclure, c'est qu'effectivement, on peut s'appuyer, c'est quand même sur une ligne politique qui est
qui est appuyé par des outils de financement et qui aide vraiment l'industrie et la recherche pour travailler ces projets-là. On a le côté français, le côté européen pour terminer. On a la Commission européenne on a parlé du Green Deal tout à l'heure, a publié il y a très récemment un guide pratique sur comment l'industrie chimique peut justement être appuyée et être financée sur ces développements, incluant sur la droite aussi une déclinaison particulière sur le domaine des matériaux qui avait tendance à être un peu oublié dans les derniers programmes de la Commission européenne dans les dispositifs de financement. Tout le monde s'est convaincu que les matériaux, n'a pas été rares, c'est quand même la base, une des bases de beaucoup d'industries. Et donc il y a un programme où je vous ai partagé les dernières lignes qui se met en place, et un partenariat public-privé qui se met en place autour de ça. Donc c'est des choses que vous pourrez... En tout cas, je vous remercie de votre attention et de votre écoute.